Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Médoc, également de Paul et de Pierre-Etienne du studio Rage Quit et nous allons faire le post-mortem de Strike Vector. Bienvenue dans Extra Life. Alors on va commencer déjà, Strike Vector c'est sorti fin janvier. Donc c'est sorti sur Steam, donc le jeu a été critiqué à l'antenne, donc il a été bien apprécié, il a été bien apprécié par l'ensemble de la critique, je crois qu'il y a une trentaine de médias qui en ont fait la critique, donc sur Metacritic vous êtes autour de 73%, voilà, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Et donc maintenant on va un petit peu aborder la façon dont vous avez appréhendé cette sortie, donc comment ça s'est passé pour vous. Et l'idée de cet Extra Life, c'est vraiment de donner des conseils également aux jeunes développeurs pour savoir les erreurs à ne pas commettre, savoir ce que vous avez pu apprendre durant cette sortie, et donc du coup de donner des conseils, et donc en gros de faire le post-mortem du jeu. Donc en gros, alors déjà comment vous avez vécu cette sortie de ce premier jeu pour vous? C'était super cool de pouvoir sortir son premier jeu soi-même. C'était super émouvant, donc on s'est passé une petite soirée avec le timing, il restait 1 minute, 30 secondes, etc. Et puis ensuite on a fait péter le champagne. C'était vraiment cool. Et il fallait être bien, il fallait bien s'organiser pour le jeu par rapport à la communication. Il fallait bien structurer tout ça. Donc, ce qu'on a remarqué, il faut bien faire les reviews, les organiser par rapport les previews par rapport aux reviews. Donc bien faire les choses dans le temps, c'est assez important, quoi. Parce que vous disiez, vous aviez un peu raté la phase des previews puisque la bêta du jeu est sortie quelques semaines avant la sortie effective. On devait sortir la bêta, donc le jeu est sorti le 28 janvier, on devait la sortir genre mi-décembre. Ouais. Donc on a pris plus d'1 mois dans la gueule, donc on a sorti la bêta 2 semaines avant de sortir le jeu. Donc du coup, les previews qui devaient arriver pendant la bêta, ne sont pas arrivés du tout, et du coup, on a eu les reviews qui sont arrivés après la sortie du jeu, quoi. Bien après la sortie, donc du coup, on n'était plus en front page sur Steam, et c'est là que les reviews sont arrivées, et du coup, je pense qu'on a perdu pas mal de ventes à cause de ça. Mais après, on va se rattraper par la suite. Okay. Est-ce que vous êtes satisfait alors déjà, tout simplement, pragmatiquement, des ventes du jeu, pour l'instant? Pour l'instant, ouais, ça va. Je pense qu'on est dans ce qu'on avait prévu, en fait. Pas beaucoup plus, pas moins, mais on est à peu près là où on devrait être par rapport à ce qu'on avait prévu avant la sortie du jeu. Donc de ce point de vue-là, ouais, on est plutôt satisfait. Ouais. Comment vous avez vécu un petit peu les premières critiques? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous étiez satisfait du retour? Est-ce que vous avez considéré que certains critiques avaient été peut-être passés à côté d'un point essentiel du jeu? Je sais qu'il y a des choses qui ont été mises en avant globalement par l'ensemble des médias et également par beaucoup de joueurs. C'était la difficulté d'appréhender le gameplay du jeu et le fait qu'il n'y avait pas vraiment de flight school ou de tutoriel vraiment développé. Et donc du coup, il était très très difficile de rentrer dans le jeu. C'est-à-dire qu'en gros, si on lui consacrait plusieurs heures, on finissait par saisir la mécanique de gameplay et là, on s'aperçoit du potentiel énorme du jeu. Mais si au bout de 2 heures, on lâchait le truc, on revenait pas, quoi. Ouais. Ça, c'est plutôt en fait une erreur d'appréciation de notre part quand on a développé le jeu. C'est qu'on a sous-estimé la difficulté. C'est-à-dire que nous, on se considère pas comme des joueurs très bons, mais en fait, on l'est, d'une certaine façon. C'est-à-dire que comme on est tous assez proches du jeu vidéo, on a toujours joué à des jeux et tout ça. Pour nous, un bon joueur, c'était le mec qui défonce à Smash Bros ou à Street Fighter. Voilà, ça pour nous, c'est un bon joueur. Et nous, on était des joueurs moyens. Et en fait, on s'est trompé là-dessus. C'est-à-dire que le jeu était vraiment très dur, quoi. C'est-à-dire que nous, on se disait, bon, on y arrive, ça va, c'est plutôt cool, c'est assez instinctif et tout ça. Et en fait, ça ne l'était pas du tout. Parce que juste pour parler de mon cas personnel, donc moi je suis une grosse tuerie en jeu vidéo. et donc j'ai passé du temps sur la bêta justement. Et je me faisais marcher dessus, je comprenais pas ce qui se passait exactement. Donc effectivement, j'ai trouvé ça particulièrement difficile, même si c'était intéressant. Mais après, pour des profils comme le mien qui aiment justement avoir des challenges et compagnie, mais ce qui n'est pas le cas de tout le monde, des fois tu as envie de jouer à un jeu, tu as juste envie de passer du quality time. Et là, c'était particulièrement difficile. On avait ce feeling, comme on peut avoir dans un jeu multi, dans un FPS multi par exemple, qui tourne depuis un certain moment et dans lequel tu arrives en tant que nouveau. T'arrives, tu te fais tuer, tu comprends pas pourquoi, il y a des cheaters ou je sais pas quoi, et puis tu rage quit.
Bon, ben, ce feeling-là, j'ai joué contre des gens, je comprenais pas. J'étais, putain, mais je tire, je le dégomme. Comment se fait-il qu'il m'explose la bouche et puis, j'arrive pas à me diriger. Et bon, c'était source de frustration. Mais effectivement, je l'ai trouvé c'était plutôt difficile. Mais alors, du coup, ça veut dire que, en tant que dev, donc, il y a vraiment ce feeling de vous êtes la tête dans le guidon dans votre truc, vous le testez, et au bout d'un moment, vous vous rendez plus compte de la difficulté. Il y a En fait, on devient tellement bon à notre jeu, en fait, parce que ça fait 1 an et demi qu'on fait que ça, non-stop. En fait, on devient excellent à notre jeu, mais on se rend pas compte, vu qu'on était... en fait, on est dans notre petit monde, donc il y en a qui émergent un peu plus que d'autres, mais c'est une espèce de moyenne, sauf qu'en fait, la moyenne, on l'a poussée vraiment très haut, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte que... Donc ça, c'était après la sortie du jeu, quoi. En fait, le jeu est fait pour... Enfin, je veux dire, il est difficilement accessible, c'est-à-dire que c'est fait pour des gens qui savent déjà jouer, en fait, à des FPS, des gens qui sont déjà bons, quoi. Même des gens qui sont déjà bons, par exemple, à des Call of ou à des Counter-Strike et tout, ou Quake, ils arrivent, ils se font massacrer, quoi. C'est le carnage, quoi. Après, ouais, ça demande beaucoup de temps, mais... Ce qui est marrant, c'est que justement, il y a pas mal de joueurs qui nous aient des retours comme quoi, et même moi qui suis un gros joueur de Counter-Strike, je le ressors régulièrement tous les 3 mois, la 1.6, quoi. Et en fait, c'est vrai que c'est tellement nerveux, dynamique, il y a tellement de possibilités de mouvement, de déplacement, que du coup, c'est dur de revenir sur un autre jeu où tu as l'impression de te traîner un petit peu, tu sautes, tu vas pas haut, tandis que dans le jeu, c'est vrai qu'on peut aller partout. Donc, c'est vrai qu'en termes de déplacement, c'est assez kiffant, quoi. Nous, on s'éclate bien avec ça, quoi. Mais du coup, est-ce que ça vous a poussé donc après avoir vu ces feedbacks, à faire des modifications, à rééquilibrer des choses? C'était déjà sorti, donc c'est même compliqué. En fait, c'est un jeu qui se veut hardcore et c'est comme ça qu'on voulait le montrer. C'est comme ça qu'on a envie de le maintenir, en fait, parce qu'il n'y a pas énormément de jeux aussi hardcore, en FPS, que ça, quoi. Est-ce que vous avez eu l'occasion de faire un petit peu des playtests, d'inviter des gens qui étaient en dehors de l'équipe pour essayer le jeu, qui auraient pu vous donner un feedback sur vous savez, les mecs, c'est un peu chaud? En fait, on avait fait des sessions de test avec nos potes et tout, donc tout le monde galérait au début, quoi, mais les gens commençaient à bien jouer, etc. Après, on n'a pas pu s'entourer d'énormément de gens parce qu'on n'était pas très connus, donc en fait, on a pu vraiment se rendre compte de ça pendant la bêta où justement on voyait des gens qui mettaient du temps, mais qui s'accrochaient, et puis des fois, t'as quelqu'un qui débarque et qui défonce tout le monde, quoi. Parce qu'il y a des gens qui sont super bons. Genre, je me baladais il y a quelques jours sur un serveur, je voyais, parce qu'en fait, il y a des niveaux dans le jeu, donc c'est limité à 44, puis ensuite tu peux reset l'XP, bref. Et donc, quand t'es niveau 1, en gros, c'est que tu viens de choper le jeu, et niveau 4, en gros, t'as fait une partie, quoi. Et t'avais un mec de niveau 4 qui défonçait tous, quoi. Alors que, on était avec les meilleurs du jeu, quoi, parce que on joue pas mal, et t'as des gens, ils débarquent. C'est quand même, je pense que quand il y a des gens qui savent vraiment bien jouer, ils s'éclatent tout de suite, quoi. Beaucoup de plaisir. Et du coup, quelles sont les modifications que vous avez pu apporter après la sortie du jeu? Je sais qu'il y a un certain nombre de patchs qui sont sortis là déjà. Qu'est-ce que vous avez ajouté et pourquoi exactement? Un des trucs qui a été sorti très récemment, c'est le mode challenge. En fait, c'est un mode solo avec du time attack. Ça, on s'est vraiment dit, il le faut très rapidement. Donc du coup, on a porté l'accent là-dessus. Pour justement que les gens aient l'occasion d'avoir un mode solo où ils se fassent pas poutrer tout de suite et qu'ils aient l'occasion de s'entraîner. Donc ça a pas mal aidé, surtout qu'il y a un système de leaderboard qui est assez poussé, donc on voit le score de ses potes et aussi le score mondial. Donc ça a plutôt pas mal marché dans le sens où on a pu garder un peu plus de joueurs, mais fondamentalement, le problème c'est que moi je pense que c'est surtout qu'on n'a pas le genre de joueur dont tu parlais qui arrive niveau 4 et qui défonce tout le monde, on aurait dû en avoir plus. Ces gens-là qu'on aurait dû avoir, mais le problème c'est que comme on a un jeu qui est pas tout à fait... c'est un FPS, mais c'est des avions, et c'est pas des bonhommes, et on n'a pas été particulièrement relié dans la presse spécialisée FPS, ce public-là ne connaît pas le jeu en fait. Et du coup, on s'est retrouvé plus avec un public de gens qui aimaient peut-être les simulations spatiales, voilà, et ils tombent là-dessus et effectivement, ils comprennent pas dans quoi ils mettent les pieds, quoi. Donc ça, c'est un peu... disons que c'est aussi... c'est dans notre communication, on s'est contenté du mot hardcore, en fait, et on a sous-estimé le fait que ce terme-là était complètement dévoyé, quoi. C'est-à-dire que n'importe quel jeu, maintenant, c'est hardcore, Call of Duty, c'est hardcore. Et alors que nous, c'est au-dessus, en fait. Et donc, je pense que c'est ça qui a un peu joué. Je pense qu'il y a aussi un truc qui
qui perdait un peu le truc, c'est que FPS, comme tu disais, on imagine un personnage à pied, en voyant son arme. Avec nous, on propose deux vues, en fait, il y a la version intérieure dans un cockpit. Mais déjà, dans un avion, on se dit, FPS, non, c'est un jeu d'avion. Et vu que le jeu est pas mal joué aussi à troisième personne, il y a, pour pas mal de gens, en fait, c'est associé vraiment à le fait d'être dans le personnage. Alors qu'en fait, le système de visée est identique. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir son arme sur le côté, c'est juste que le vaisseau est au milieu. Quoi. Mais c'est exactement la même chose. Mais des fois, la perception du cerveau humain. Et ce qui est marrant, c'est qu'on voyait pas mal de retours sur les forums ou même sur les sites de presse et tout. Non, c'est pas FPS, si, c'est un FPS. Il y avait beaucoup de débats là-dessus, en fait. Et c'est vrai que les gens qui jouaient défendaient vachement ce fait-là, c'est que c'est carrément ce genre de contrôle, quoi. C'est un jeu essentiellement multijoueur, Strike Vector. Est-ce qu'il a été difficile d'entretenir et de convaincre une communauté de joueurs et tout simplement de la créer autour de votre jeu? Est-ce que vous considérez que vous avez peut-être commis des erreurs à ce niveau-là, ou est-ce que vous avez appris des choses à ce niveau-là sur la gestion d'une communauté? En fait, c'est vrai que déjà pour avoir un jeu, quand on fait un jeu multijoueur, il faut avoir énormément de monde, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que c'est plus facile quand on est un Call of Duty ou un Titanfall de ramener du monde pour que ça vive énormément. Nous, on est une petite communauté et c'est vrai qu'on se compare. Bon, c'est pas du tout le même type de jeu, mais disons que c'est ce qui se rapprocherait peut-être le plus de nous, c'est comment il s'appelle le jeu, Mountain Blade. Où en fait, c'est une petite communauté. Il n'y a pas encore énormément de gens, mais il y a toujours des gens qui jouent et c'est des gens qui se connaissent vraiment. Il y a une bonne ambiance, quoi. C'est vraiment agréable de jouer. Donc, on n'a pas construit du tout un Call of Duty. On a plutôt construit un petit jeu de niche où les gens se connaissent tous, les gens jouent à fond, ça progresse constamment. Disons qu'on s'attendait aussi à avoir peut-être, on savait pas vraiment à quoi s'attendre en fait. Quoi. Donc là en fait c'est un peu, on découvre en même temps que les gens comment ça se passe. Quoi. Et alors je voulais vite faire revenir sur les retours presse. Donc vous semblez avoir pris en compte et accepté volontiers cette remarque sur la difficulté, sur l'absence d'un tuto. Est-ce qu'il y a des critiques, des remarques qu'on aurait pu faire sur votre jeu et que vous avez trouvé pas justifiées? En fait, c'est juste pour parler un petit peu de quand tu te lances dans un jeu, il faut évidemment t'attendre, tu t'exploses, donc il faut t'attendre à de la critique, mais pour savoir si tout ce qu'on vous balance, vous le prenez bien ou vous prenez uniquement ce qu'il y a à prendre. Au niveau de la presse, en fait, il n'y a pas eu de critiques injustifiées, je trouve. Il n'y a pas eu de trucs aberrants, de 4 sur 10 ou je ne sais quoi. Les critiques les plus dures, c'est celles des joueurs, en fait. Ouais. C'est-à-dire que la presse, ils ont un avis de professionnel, voilà, c'est assez carré, ils savent de quoi ils parlent, mais tu as beaucoup de joueurs qui donnent leur avis après 10 minutes de jeu. Et disons que en gros, t'en as pas mal qui disent c'est nul, j'y arrive pas, c'est nul. Mais j'y arrive pas parce que le jeu est nul. C'est-à-dire que les contrôles sont foireux, ce genre de choses. Alors qu'en fait ils sont juste explosés et laminés, et le jeu ne leur donne pas effectivement les clés pour pouvoir s'améliorer peut-être, ou pour mieux appréhender le gameplay d'emblée. Déjà ça, et puis aussi ça les récompense pas. Je pense que les gens, pas mal de joueurs se sont habitués à être récompensés même s'ils sont mauvais, avec des assists, avec ce genre de choses. Dans notre jeu, non seulement il n'y a pas d'assist, il n'y a pas de progression, donc on peut pas se baser sur des armes qu'on débloquerait ou des puissances supplémentaires, et surtout on peut faire des scores négatifs, c'est-à-dire que quand on se crache on fait -1. Donc il y a des gens qui finissent la partie avec un score de -15, et effectivement ça les brusque. Mais après nous on l'a fait par choix. C'est pas des choses qu'on remettra en question, quoi. C'est-à-dire que il y a des gens qui ça rebute, mais il y a aussi des gens qui apprécient ça énormément, justement parce que c'est plus fait, quoi. Et ça c'est bien, quoi. Ouais, c'est à double tranchant, quoi. Ça peut être un moteur, une motivation, ou alors un truc qui te sort un petit peu du jeu et qui te fait le lâcher. C'est pas facile de trouver le bon équilibre. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du prix? Je crois que vous avez eu pas mal de réflexions à ce niveau-là. Donc est-ce que vous considérez que le prix auquel vous avez vendu le jeu à sa sortie était juste? On pense qu'il était un peu trop élevé en fait. En fait, en termes de contenu, on pense qu'il vaut carrément son prix. Mais en fait, c'est en se remettant dans le contexte, c'est un Quake-like, c'est un shooter, c'est un FPS à l'ancienne, remis avec des graphismes actuels, quoi. Ouais. Et en fait, on disait, c'est vrai que tu as envie d'acheter un Quake, tu vas peut-être pas mettre 24,90 € en fait, quoi.
On s'est dit, ouais, je pense qu'il y a bien 5 €, voire un peu plus, un peu trop cher, quoi. Et comment est-ce que vous, du coup, vous avez établi le prix? C'est que vous êtes basé sur... En fait, on s'est basé sur un jeu, enfin c'était Chivalry, en fait, c'est jeu à peu près dans le même, de la même taille que nous. Et ouais, c'est vrai que c'était, en fait, c'était un peu la même philosophie, en plus on les connaît, donc c'était vraiment le même truc, sauf que, bah oui, c'est pas un Quake, c'est un nouveau type de FPS, c'est médiéval, Ouais, bien sûr. et c'est vrai que ça passait peut-être mieux que nous, en fait, quoi. Bah, au-delà de ça aussi, c'est le marché Steam qui évolue, quoi. C'est-à-dire qu'en un an, en fait, parce que même Chivalry, moi je suis pas sûr qu'aujourd'hui, s'il sortait à 25 $, il aurait le succès qu'il a eu. Parce qu'en l'espace de très peu de temps, avec les promotions sur promotion, c'est le prix des jeux globalement qui est dévalué, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un an, quelqu'un était prêt à mettre 25 $. Sur un jeu comme Chivalry ou peut-être même Strive Vector, mais aujourd'hui c'est plus le cas, quoi. C'est-à-dire que c'est déjà au-dessus de 20 $, psychologiquement c'est mort, quoi. Mais même en dessous, c'est pas assez. Et le phénomène qui se passe sur Steam, c'est que tout le monde est en promotion tout le temps. C'est-à-dire que là, ils ont donné la possibilité aux développeurs de fixer eux-mêmes leur promotion. Et donc, du coup, il arrive ce qu'il arrive, c'est que tout le monde est à moins 50% quasiment non-stop. Et du coup, ça veut plus rien dire, quoi. Ça veut juste dire que le prix du jeu est 2 fois inférieur Vous l'avez fait d'ailleurs, c'est à un moment donné, une baisse de prix de 50%. Ça a eu un impact Ça a eu un impact, ouais. Ouais. En fait, même pour la sortie du jeu, on est sorti en promo, en fait. C'est ce Oui. qu'ils nous ont promo. Vous êtes sorti en promo. Ouais. donc En fait, c'était c'est ce d'accord. que Steam nous proposait, soit promo, soit c'était pré-vente une semaine avant, quoi. Mais en fait, on a remarqué que les gens ne se vendent vraiment qu'en promo, quoi. Ah ouais, donc C'est-à-dire que s'il n'y a pas la petite pastille verte sur la pub, ça marche pas, quoi. on s'est fait hologramme plat. Et c'est frappant, quoi. Et même les promos, parce que nous on avait regardé en parlant à des développeurs qui nous disaient mais c'est pas grave, vous allez voir, vous allez faire une promo, ça va décoller, tout ça. Et ben non, en fait ça ne le fait plus parce que justement ce qu'on disait c'est que tout le monde est en promo. C'est-à-dire qu'avant ça le faisait parce qu'il y avait que quelques jeux qui étaient en promo et quand ils étaient en promo ils avaient de l'exposition et dans ce cas-là les ventes décollaient. Mais comme maintenant tout le monde, il y a 300 jeux en même temps en promotion. Voilà, donc ça n'a plus cet effet-là, ça booste un peu, mais en fait c'est pas que ça booste, c'est juste que tu vends ton jeu normalement quand t'es en promo. Voilà. Est-ce que vous avez des solutions là-dessus? Par exemple, on sait que Steam, c'est quasiment 90% du marché du jeu sur PC. Et est-ce qu'il y a d'autres moyens, peut-être, de commercialiser le jeu? Tu parlais tout à l'heure, on a discuté un petit peu avant l'émission, des Humble Bundle, par exemple. Est-ce que vous envisagez d'autres choses là aujourd'hui? Est-ce que vous considérez peut-être que vous êtes trop concentré sur Steam et qu'il aurait peut-être fallu envisager davantage de distributeurs? On manquait un peu de moyens parce qu'on n'était pas beaucoup. C'est vrai qu'on est vachement plus, instinctivement, on va vachement plus, on développe le jeu, quoi. C'est ça qui nous passionne en plus. C'est vrai que le vendre, communiquer autour, il faut le faire. Mais on y va beaucoup moins, en fait. Ouais. Et en fait, c'est vrai qu'on a ouvert les yeux assez tardivement. C'est qu'en fait, il se passe plein de choses autour de Steam. Mais en fait, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. C'est qu'on est en train de voir pour être sur plein de plateformes différentes. Enfin, d'ailleurs, ça devrait arriver dans pas trop longtemps. Et puis même le marché console, quoi. En fait, on a pas mal d'opportunités. Parce qu'on était à la PAX East justement, et c'est vrai que on se rend compte que le jeu a un gros potentiel sur console, en fait, quoi. Ça peut être super intéressant pour nous. Donc c'est quelque chose que vous envisagez aujourd'hui, de porter le jeu sur console? Complètement. C'est quelque chose qu'on envisage sérieusement de faire, quoi. D'accord. Ouais. Donc vous avez récupéré plein de cartes de visite sur la PAX East, exactement, Microsoft, Sony vous a approché. Exactement. Ouais. Vous avez fait mais du coup, le fait que le jeu soit sorti, que vous pointez à la PAX East, il y a le regard, vous sentez que le regard change. C'est les mecs de Strive Vector. Ouais, complètement. D'accord. Disons qu'en fait, étant donné qu'on est indé, on n'a pas. Disons qu'on a une notoriété dans le milieu. Après, on n'est pas extrêmement connu de tous les joueurs, quoi. On n'a pas les moyens marketing et tout à investir comme un Call of. Mais du coup, les gens, je pense que après, c'est ce que j'imagine, mais les plateformes comme Sony ou Microsoft, etc., ils voient le jeu et se disent il y a un potentiel, quoi. Comme beaucoup de jeux qu'il y avait sur le salon, c'est qu'ils ont pas les moyens de se faire connaître, mais les éditeurs, les Sony, etc., peuvent justement. Il suffit de mettre ça au grand public et ça peut vachement bien fonctionner, quoi. Et je pense que c'est ce qu'ils ont compris ces derniers temps, c'est que les indépendants ont une sacrée capacité à faire des jeux de dingue, super originaux. Je prends l'exemple sur FaZe ou Hotline Miami, c'est
grand monde qui ont bossé dessus, mais c'est des C'est chefs-d'œuvre. des quoi. perles, ouais. C'est des chefs-d'œuvre. quoi. Et aujourd'hui, en plus, c'est vrai que les Sony et les Microsoft ont besoin des indés pour faire vivre leur PS4, leur Xbox One, puisque comme on en discutait là également un peu auparavant, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a les blockbusters, il y avait un certain nombre de jeux de taille intermédiaire qui sortaient entre les blockbusters, et aujourd'hui, ces jeux de taille intermédiaire ont un peu disparu, et donc du coup, les éditeurs vont, et surtout les constructeurs, vont vers les développeurs indés pour alimenter et faire vivre leur console. Parce qu'aujourd'hui, sur PS4 et Xbox One, il n'y a pas grand-chose qui sort. Donc on compte beaucoup sur les indés, par exemple récemment, enfin bientôt Transistor va sortir, et c'est quelque chose qui va vraiment potentiellement faire vendre des consoles. C'est important. Bah après, c'est pareil, je pense que c'est une évolution de l'industrie. C'est que il y a, tu disais que les gros éditeurs ont besoin des indés, mais les indés ont besoin aussi des gros éditeurs. Par rapport à ce qu'on disait, par rapport à Steam, nous on s'aperçoit que c'est un peu la fin de la ruée vers l'or, quoi. C'est fini. Donc même en tant que petit indé, finalement, c'est plutôt tentant d'aller vers des éditeurs pour avoir du financement. Il y a un constat quand même de tristesse là-dedans, parce que tu parles d'indé qui se dirigent vers les éditeurs. Concrètement, FaZe, c'est pas indé. Oui, oui, mais comme C'est Journey ou... Ouais, Bah oui. pareil, ouais. C'est ça, c'est-à-dire que ce terme de indé, en fait, de base, purement, ça veut dire financièrement indépendant. Ouais. Mais on se rend compte que les frontières commencent à être un peu embolies. C'est-à-dire que les gros éditeurs, peut-être qu'ils se rendent compte, comme un jeu sur FaZe, moi j'ai pas le sentiment que FaZe c'est un jeu qui a été fait à coup de cravache de Microsoft derrière. Tu sens que le gars il a fait ce qu'il voulait, quoi. Ouais. Mais c'est quand même Microsoft qui a... Donc je pense qu'il va y avoir une petite évolution par rapport à ça, et le terme d'indé, il a déjà évolué, parce que voilà, tout le monde dit FaZe, le jeu indépendant FaZe. Mais non, non, c'est pas indépendant. Mais c'est indépendant dans la démarche. Voilà. C'est-à-dire que le mec a pu bosser de façon indépendante, mais il était clairement aidé financièrement par Microsoft. Est-ce que vous avez appris, on va conclure un petit peu cette émission, et donc du coup, est-ce que vous avez des conseils à faire passer? Est-ce que vous avez commis, pour la sortie de ce jeu, ce que vous pouvez considérer comme des erreurs, des choses que vous n'allez pas reproduire? Est-ce que vous avez appris des choses? On a appris beaucoup de choses, ouais. Bah déjà, ce qui est important, c'est de peut-être, comme tu disais tout à l'heure, faire tester des gens, mais qui sont vraiment pas publics, en fait. Ouais. Parce que nous, en fait, on s'est lancé dans le jeu, en fait, on imaginait un certain type de jeu qui, en fait, s'est retrouvé être un autre jeu, en fait. C'est-à-dire qu'au début, on le disait, voilà, c'est un jeu de vaisseau où tu peux te transformer, etc. Mais en fait, c'est devenu un FPS, quoi. Mais ça, c'était une surprise, en fait. On s'en est rendu compte assez tard. Et essayer d'avoir du recul, en fait, pour se rendre compte vraiment du jeu que tu fais. Vraiment, parce qu'en fait, tu as une idée de base, mais elle évolue, en fait, constamment, quoi. Voilà. Bah ouais, je rejoins un peu Paul là-dessus. C'est vrai que on aurait dû commencer les alpha tests avant. On savait pas comment ça marchait, donc. Mais même au moment où le jeu était vraiment pourri, limite injouable, on s'aperçoit qu'il y a quand même plein de gens qui savent bidouiller, qui savent taper des lignes de commande, ça les dérange pas. Et peut-être que là-dessus, on aurait dû ouvrir le jeu plus rapidement, en fait. Et le faire tester plus en amont, quoi. Ça c'est sûr. Ouais. Et du coup, une démarche comme tout ce qui est accès anticipé, early access sur Steam, est-ce que c'est quelque chose qui au final aurait pu être intéressant pour Strivector? Ouais. C'est sûr. Après, early access, c'est un peu bizarre parce que c'est pas tellement justement. Ce que je disais, les gens qui savent taper des lignes de commande, tout ça, en fait, le early access, il y a déjà un niveau d'exigence. C'est une pré-sortie. C'est pas un alpha, c'est pas une vraie version alpha. C'est-à-dire que je vois des jeux qui sont en alpha, le menu il est nickel, ça marche nickel, il y a aucun bug, et je me dis mais pourquoi, quoi? C'est juste le contenu qui manque, mais nous on n'aura pas pu le faire, c'est clair. Est-ce que du coup, dans votre pipeline de production, il y avait des choses à changer de manière à rendre potentiellement une early access possible? Donc la façon de développer tout simplement votre jeu. Early access, on n'avait pas tellement envisagé, quoi. C'est plutôt après, on se disait ça aurait pu peut-être être une option, mais en fait, c'est vrai que Steam a évolué tellement vite que en fait, on est resté sur notre plan d'il y a 1 an et demi, quoi. C'est ça. Et c'est comme quand on parlait du prix du jeu, quoi. Peut-être que en fait, le prix du jeu était peut-être correct il y a 1 an et demi, mais qu'en fait, quand on l'a sorti, c'était différent, quoi. Donc, d'une manière générale, le conseil qu'on peut... Parce que nous, on reçoit beaucoup de devs, notamment indés, sur Extra Life, et puis on imagine qu'il y a plein de jeunes qui nous regardent et qui sont dans des configs similaires. D'une manière générale, c'est des fois savoir un petit peu relever la tête. Relever la tête et... du recul.
par exemple, Même si pour, c'est l'évidence, hein, quand on le dit, ouais, bah ouais. oui, hein, merci. Mais, Mais ça a l'air d'être super mais c'est important. vrai que on s'en doutait, mais en fait, ça évolue tellement vite, puis on avait tellement la tête dans le guidon qu'il faut se maintenir au courant et veiller de ce qui se passe autour de soi. En fait, enfin, le marché, comment il évolue, Ouais, parce que c'est ça ça. peut évoluer très vite. C'est vraiment. Nous, on est content dans le sens où on a fait un bon jeu. On en est sûr parce qu'il y a des gens qui l'apprécient. On a eu des bonnes notes. On n'a pas glissé de billets dans des poches pour les avoir. Et puis voilà. Mais par contre, après, c'est vrai que c'est au niveau du purement business primaire, le prix, les dates de sortie. Voilà, faire les communiqués de presse, tout ce genre de choses, c'est très important et c'est vrai qu'il faut vraiment être au taquet dessus, quoi. Les évolutions du marché. Et là, en ce moment, c'est critique. Même, je crois que Steam, ils savent même pas eux-mêmes où ils en sont. Enfin, voilà, on parlait d'early access, ça veut dire quoi, quoi. Enfin, c'est quoi? On avait fait une émission sur ces modèles. C'est que ça devient compliqué même Ouais. pour nous, c'est-à-dire genre à quel moment critiquer un jeu, quand un jeu est réellement fini. Voilà. Du coup, on est un peu dans le flou à ce niveau-là. Et puis c'est des méthodes de commercialisation qui sont plus ou moins utilisées à bon escient. Donc il faut vraiment faire le tri. Et il y a de plus en plus pour les joueurs, en fait, il y a un vrai travail de recherche. Quasiment, tu peux plus acheter tout de suite un jeu comme ça, les yeux fermés. Il faut se renseigner un petit peu parce que parfois tu peux acheter un truc qui est réellement pas fini, c'est compliqué. Ok. Très bien, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. On espère voir prochainement des adaptations sur console de Strike Vector et on espère aussi que vous allez pouvoir bientôt peut-être attaquer. Si vous envisagez un autre jeu, est-ce que ce serait plutôt une suite à Strike Vector ou ce serait carrément autre chose? Ou vous savez pas du tout pour l'instant? On a plusieurs idées. Et, Ouais. il y a plusieurs idées, même d'autres qui vont arriver parce qu'on est en pleine phase de création en ce moment. C'est et ça pourrait être dans la continuité ou pas du tout, quoi. Ok. Ça va il y a plein de types de jeux différents, des choses qui ne nous ressemblent pas forcément du tout. Non mais c'est cool. Donc là c'est vraiment une période très créative de Ouais, réflexion. c'est super c'est- intéressant. Ouais. Voilà. C'est là où il faut pas se planter et prendre les bonnes décisions. Ouais. C'est ça. On vous souhaite beaucoup de courage pour la suite. On vous Merci. remercie une nouvelle fois d'avoir participé à cette émission. Merci Médoc. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain Extra Life.